Bienvenue chez le compteur, aujourd'hui on va faire un tour sur le subreddit Malicious Compliance. La première histoire est postée par Altrissa. Il y a de nombreuses années, plus de 15, j'ai travaillé en tant que programmeur pour une entreprise d'automatisation d'usines de pétrole et de gaz. Cela signifie que nous concevions et construisons les systèmes informatiques des usines de pétrole et de gaz, que nous les mettions en service et que nous soutenions les opérateurs pendant les opérations quotidiennes. Pour cette raison, mon entreprise avait une ligne téléphonique d'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chaque semaine, un membre de mon équipe recevait le téléphone et devait être disponible pour répondre aux appels 24/7. Nous avions suffisamment de personnes dans l'équipe pour que cela revienne à peu près à recevoir le téléphone 2 fois par an. La plupart des employés de cette entreprise étaient salariés, et le téléphone 24/7 était inscrit dans leur contrat. Pour chaque appel téléphonique qu'ils recevaient, ils pouvaient créditer un minimum d'1 heure en heures supplémentaires pour leur compte épargne-temps. C'était une bonne affaire pour eux, et cela rendait le téléphone 24/7 plus facile à gérer. J'étais un peu différent de mes collègues, car je n'étais pas salarié. J'étais un contractant payé à l'heure. Mes collègues mettaient leurs heures supplémentaires dans leur compte épargne-temps, mais j'étais juste payé toutes les 2 semaines. Mon contrat stipulait également que si j'étais payé par l'entreprise, je devais être disponible exclusivement pour l'entreprise. Cela a été ajouté par leur département des RH parce que quelques années auparavant, ils ont surpris un contractant à l'heure en train de faire des travaux secondaires pour d'autres entreprises à son bureau. Cela signifiait aussi que s'ils voulaient que je sois disponible exclusivement pour l'entreprise, ils devaient payer mon temps. Pendant 2 ans, je savais que le téléphone 24/7 existait, mais je n'avais jamais eu à le prendre car selon mon contrat, s'ils voulaient que je sois disponible, ils devaient payer mon taux horaire après les heures de travail normales pour s'assurer que j'étais disponible pour répondre au téléphone quand il sonnait. Puis, comme la plupart des histoires d'entreprise, mon manager complètement génial est parti pour des pâturages plus verts et a été remplacé par un crétin sans nom. Après 1 mois de présence au bureau, il a décidé qu'il n'était pas juste que tout le monde se relaie au téléphone, sauf moi. Il a déclaré que je serais mis dans la rotation à partir de maintenant. Je ne voulais pas coûter une tonne d'argent à l'entreprise, alors j'ai essayé d'expliquer que si je suis au téléphone 24/7, cela signifie qu'ils doivent me payer 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Il s'est moqué et m'a dit que je ne comprenais manifestement pas le fonctionnement des affaires. Je lui avais dit qu'il n'avait pas compris comment mon contrat était établi et que je suis un entrepreneur rémunéré à l'heure, pas un employé salarié. Il a insisté sur le fait que pour être un membre de l'équipe, je devais prendre le téléphone ou chercher un emploi ailleurs. Je ne voulais pas avoir l'air de ne pas avoir l'esprit d'équipe, alors j'ai accepté le téléphone et j'ai démarré mon horloge. 7 jours plus tard, j'ai passé le téléphone au suivant et j'ai soumis ma facture bimensuelle. Elle s'élevait à peu près 10 000 $, dont 8 400 pour cette seule semaine où j'ai eu le téléphone. J'ai attendu environ 15 minutes avant qu'on me fasse entrer dans le bureau du responsable. Quand je suis arrivé, le directeur, le responsable des ressources humaines et le patron du directeur, le chef de service, étaient là avec ma dernière facture sur le bureau. Le chef de service m'a regardé et m'a demandé à quoi je pensais quand je leur ai donné cette facture. J'ai expliqué que le nouveau responsable avait insisté pour que je prenne le téléphone 24/7, alors que mon contrat stipule clairement que si l'entreprise veut que je sois disponible 24/7, elle doit payer pour chaque minute où j'ai le téléphone. Le nouveau responsable est devenu plus rouge à chaque mot. Une fois terminé, le chef de service s'est tourné vers lui et lui a demandé pourquoi il ne savait pas, alors que c'est une règle fondamentale, qu'aucun employé contractuel ne devait être assigné à une telle position. Alors qu'il bégayait une réponse, le chef de service m'a congédié et m'a dit d'attendre mon chèque à l'heure habituelle. La meilleure partie ? Pendant toute la semaine où j'ai eu le téléphone 24/7, il n'a sonné que 2 fois, les 2 pendant les heures de travail et les 2 appels demandant une personne spécifique du département. Tout ce que j'avais à faire était de leur donner un numéro de téléphone. Ces 2 appels de 3 minutes ont coûté 4 200 $ chacun à l'entreprise. Après cela, le nouveau responsable a fait comme si je n'existais pas et a refusé de me parler pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'il soit muté aux ventes dans un autre département. Je suis resté 2 ans de plus dans cette entreprise et je n'ai plus jamais revu ce téléphone. Encore une fois, c'est une histoire qui démarre avec un changement de manager qui croit que sa méthode est toujours meilleure que celle qui est actuellement en place. Si ça marche, il n'y a pas besoin de le changer. Plus bas dans les commentaires, on a une petite histoire de Kyle et Haran. À la fin des années 90, j'ai travaillé pour une expérience de terrain de la NASA, au fin fond de la jungle amazonienne. Nous avions un téléphone satellite, pour lequel on ne nous a jamais expliqué quand ni comment l'utiliser. Au départ, il servait à contacter d'autres chercheurs sur d'autres sites, et à téléphoner occasionnellement aux États-Unis. J'ai découvert qu'il pouvait aussi servir de relais de données acceptable, et nous avons commencé à l'utiliser pour vérifier nos emails, surfer sur le web, etc. De plus, à cette époque, Age of Empires 2 était populaire, alors j'ai utilisé le téléphone satellite pour jouer en multijoueur. Au bout de 2 semaines, nous avons reçu la visite d'un superviseur furieux, qui a explicitement fait le trajet depuis une ville voisine pour nous engueuler.
Il s'est avéré que le mode données du téléphone était beaucoup plus cher que la voix, et nous, surtout moi, avions accumulé 40 000 $ de frais. Comme je n'étais qu'un modeste étudiant diplômé, je n'ai pas eu de problème, et je pense qu'ils ont pu payer des frais réduits. Les responsables de l'époque m'en font encore baver 20 ans plus tard. La deuxième histoire est postée par Captain P42. C'est arrivé il y a quelques années. Je travaillais dans un restaurant d'une grande chaîne nationale en tant que manager. On m'a demandé de me réaffecter temporairement dans un établissement situé dans une ville à environ 1 heure de route, et j'ai accepté. Ils m'ont logé dans un hôtel, tout le tralala. Le premier week-end où j'étais là-bas, j'ai découvert que le responsable avait fait une erreur et n'avait pas commandé de monnaie, petit billet, rouleau de pièces, pour le coffre-fort, et que la succursale locale de notre banque fermait dans l'heure qui suivait. Il se trouve que j'ai aussi un compte personnel dans la même banque, et que, par le passé, j'étais allé chercher de la monnaie à la succursale de chez moi. Comme le temps était compté, j'ai rapidement cherché l'adresse de la banque, pris 800 $ et sauté dans ma voiture. J'arrive à la banque, je fais la queue, puis je leur demande de me faire la monnaie. 400 $ en billets de 5, 300 $ en billets de 1 et 100 $ en rouleau de pièces. La caissière me dit que la banque ne fait pas de monnaie. Moi, pensant que c'est parce qu'ils ne me connaissaient pas, je l'ai informé que notre restaurant avait un compte qu'elle pouvait consulter. Elle m'a alors dit « Non, nous ne faisons pas du tout de monnaie ». La pensée qui a traversé mon cerveau était « Tu te fous de moi? C'est une banque !» J'ai essayé d'expliquer la situation, mais la conversation a coupé court. Je suis parti, je suis retourné à ma voiture et ai soudainement eu une idée. Je suis retourné à l'intérieur de la banque avec mon chéquier personnel. Je suis arrivé à l'avant de la file d'attente et, heureusement, à la même guichetière. Avant même qu'elle ait pu me saluer, j'ai sorti mon chéquier et je lui ai dit « Je voudrais fermer ce compte car cette banque n'est plus orientée vers le service client ». Elle a en quelque sorte roulé des yeux, mais a donné suite à ma demande. Puis elle m'a demandé comment je voulais récupérer mon argent. Une réponse automatique, j'en suis sûr, et sur laquelle je comptais. J'ai répondu 400 $ en billets de 5, 300 $ en billets de 1, 70 $ en pièces de 25 cents, 25 $ en pièces de 10 cents, 4 $ en pièces de 5 cents et 1 $ en pièces de 1 cent. Le reste peut être sur un chèque. Elle n'avait aucune raison de refuser, alors j'ai eu ma monnaie. Et le lundi suivant, j'y suis retourné, j'ai fermé les 2 autres comptes que j'avais là, et j'ai ouvert des comptes dans une autre banque où je fais mes opérations bancaires depuis. Et voilà comment perdre un client d'une façon stupide. Si tu as l'argent pour faire la monnaie à un client quand t'es une banque, pourquoi est-ce que tu le ferais pas? La troisième histoire a été postée par Emaren. Il y a 5 ans, j'ai été renversé par une voiture alors que je faisais du vélo. Le conducteur m'a coupé la route, me rentrant dedans alors que je n'avais absolument nulle part où aller. J'ai heurté la portière passager, puis j'ai basculé par-dessus l'avant de la voiture, toujours accroché à mes pédales, emportant mon vélo avec moi. La voiture était assez endommagée, j'ai cabossé la porte, rayé la peinture à plusieurs endroits, arraché le rétroviseur extérieur, brisé la vitre, fendu le pare-brise et cabossé rayé le capot. Ma bicyclette s'en est plutôt bien sortie, je pense que j'ai encaissé le gros de la chute. La roue avant était tordue, la selle déchirée, et les pédales, la bande du guidon, endommagées par les chocs sur la route. Je me suis cassé la clavicule et j'ai perdu beaucoup de peau à divers endroits qui ont heurté la route. J'ai saccagé mon casque et mon short aussi. Le conducteur a dit « Désolé mon pote, je ne t'ai pas vu !» Ce qui était plutôt évident. La voiture était celle de sa fille et il emmenait son petit-fils manger une glace. Le pauvre petit garçon a été recouvert de verre quand j'ai percuté la vitre de la portière, mais il semblait aller bien. Le conducteur m'a donné son numéro de téléphone et j'ai pris une photo de son permis de conduire et de ses coordonnées d'assurance, ainsi qu'une pile de photos sur les lieux. J'ai aussi obtenu les coordonnées des 2 témoins avant de m'évanouir de douleur. J'ai été pris en charge à l'hôpital et mon partenaire a pu ramener mon vélo à la maison. À cause de ma clavicule cassée, j'ai eu très mal pendant que les médecins déterminaient si elle devait être brochée ou non pendant le week-end. Le samedi matin, j'ai appelé le conducteur et son téléphone est tombé directement sur la messagerie vocale. J'avais bien regardé mon vélo et j'avais calculé qu'il avait besoin d'environ 350 € de pièces. Roues, fourches, selle, nouveau ruban de barre, etc. Et de quelque chose pour l'écran de mon téléphone fissuré, je suppose 150 €. Dans le message que je lui ai laissé, j'ai dit que je ne savais pas s'il voulait payer les pièces ou passer par son assurance. Sa fille m'a rappelé et a crié et juré contre moi pour avoir endommagé sa voiture. J'ai expliqué qu'il avait tourné en face de moi et que c'était sa mauvaise conduite qui était en cause. J'ai mentionné que j'étais assis dans mon canapé avec une clavicule cassée à cause de lui et que tout ce que je voulais, c'était faire réparer mon vélo. « Tu n'auras jamais 1 centime de ma part. Parle à la police si tu veux, nous leur dirons que ce n'était pas ma voiture. Tu n'auras jamais 1 centime de notre part. » Ok, je peux me conformer à cela. J'ai appelé le poste de police local et ils ont envoyé un agent pour me voir. J'ai soigneusement expliqué ce qui s'était passé et je lui ai montré les photos de la scène, les dommages causés à mon vélo, mon téléphone, mon casque et mon short.
Je lui ai donné les coordonnées du témoin et plusieurs tasses de thé, et il m'a conseillé de mettre un avocat sur l'affaire aussi, c'est ce que j'ai fait. Mon assurance vélo a une couverture d'aide juridique, alors je l'ai utilisée. Pour faire court, j'ai subi 3 opérations de l'épaule au cours des 18 mois suivants. Les détails de l'assurance que le conducteur m'a donné étaient faux. La compagnie d'assurance de la fille ne couvrait pas son père en tant que conducteur. Le conducteur avait déjà perdu 6 points sur son permis. Mais, fait crucial, la police a découvert qu'il avait une assurance avec une compagnie qui le couvrait sur la voiture de la fille, mais seulement pour la couverture d'un tiers. Il ne l'a admis que lorsqu'ils ont menacé de l'accuser de conduite sans assurance et de fraude documentaire. La cour a fini par le condamner et lui a retiré suffisamment de points pour lui interdire de conduire pendant 1 an et lui a infligé une amende de 1 500 € plus les frais. La compagnie d'assurance à laquelle il était souscrit était l'une de celles qui disent « Nous ne couvrons que les très mauvais conducteurs » et n'a évidemment pas payé pour les dommages causés à la voiture, ce qui représente probablement 1 500 € ou plus. La compagnie d'assurance a payé pour les dégâts de mon vélo, 550 € une fois évalué par un magasin local. Ils ont également payé pour mes vêtements et mon casque, 200 €, et l'écran de mon téléphone, 180 €. Et enfin, la compagnie d'assurance a versé une indemnisation pour mes blessures et mon temps libre, etc. Opi précise pas le montant, mais c'est dans les 5 chiffres. J'aurais été très heureux qu'il paie l'évaluation initiale des dommages causés à mon vélo et à mon téléphone, mais comme ils voulaient me rendre la vie difficile, cela leur a coûté des milliers. Le chauffard a été interdit de conduire, et l'indemnisation qui en a résulté a été un énorme bonus pour mon compte épargne. Comme quoi si on est victime d'un accident, il vaut mieux souvent passer par les assurances. Et c'est dommage pour eux, Opi il voulait s'arranger à l'amiable et demander juste de quoi réparer son vélo et de réparer son téléphone, ce qui faisait un montant d'environ 500 €, et ils se sont retrouvés avec l'assurance qui leur dit vous vous débrouillez pour les dommages causés à votre voiture, 1 500 €, et eux ils ont payé le reste. Donc Opi il s'est mis très très bien, moins la clavicule cassée bien entendu, et ceux qui ne voulaient pas payer à la base les 500 € se sont retrouvés à payer 3 fois plus que ça. Le karma. Laissez un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche afin de ne pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.